Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver, j'ai été pas mal pris ces derniers temps, mais j'ai pu préparer pas mal de contenu qui devrait débarquer sur la chaîne d'ici les prochains mois. Je vous en dis pas plus. Avant de commencer, je vous encourage à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à lâcher des commentaires, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on est là pour visiter le château de Turenne. Donc on part des Ardennes, on va direction la Dordogne. Je vous en dis pas plus. Allez, c'est parti, place au générique. Le château de Turenne est mentionné pour la première fois au 8e siècle de notre ère, par le roi des Francs, Pépin le Bref. Il légua le château au premier comte de Quercy, nommé Imon. Le fils du comte, Raoul de Quercy, ainsi que sa femme Ega, prennent possession du château à la mort de son père. Au IXe siècle, le château, alors habité par le roi d'Aquitaine Pépin II, est conquis par le fils de Charlemagne, nouveau roi des Francs, Louis le Pieux. À cette même époque, les reliques de Saint Martial, patron de Limoges, sont transférées dans le château pour être protégées des invasions vikings. Le château passe ensuite aux mains des vicomtes de Turenne à la fin du IXe siècle. La fille de Bernard Ier de Turenne, le premier vicomte de Turenne, nommé Sépulcy, épouse le vicomte Archambault de Comborne. Ce dernier s'empare du château de Turenne grâce à sa victoire lors d'un affrontement face à son beau-frère, le vicomte d'Aubusson. C'est d'ailleurs le vicomte de Comborne qui aurait établi le château à son emplacement actuel à la fin du Xe siècle. Au siècle suivant, Raymond Ier de Turenne consolide l'architecture défensive du château, le transformant ainsi en puissante forteresse médiévale. Le vicomte instaure également une production de pièces de monnaie, activité que les vicomtes de Turenne poursuivent pendant près de 3 siècles. C'est au Moyen Âge, grâce aux croisades et aux conflits entre les Capétiens et les Plantagenets, la vicomté de Turenne devient un véritable état féodal et une grande puissance de France. Entièrement autonome et libre du pouvoir royal français, les vicomtes de Turenne ne payent pas d'impôts au roi et agissent en souverains sur leurs terres. Ils lèvent des impôts, frappent leur monnaie. La vicomté de Turenne apparaît alors comme un état dans l'état, entièrement autonome et indépendante. À la fin du XIIe siècle, débute le conflit opposant la dynastie des Capétiens à celle des Plantagenets, lorsque ces derniers tentent de conquérir le royaume de France. À cette époque, le château de Turenne est occupé par le vicomte Raymond IV. Ce dernier s'accointe malhonnêtement avec les deux parties et participe à la révolte contre le jeune roi de France Louis IX auprès du comte de Toulouse. Le château de Turenne est alors saisi et placé aux mains de l'administration royale jusqu'en 1253. À la fin du XIIIe siècle, la vicomté de Turenne est séparée en 2 terres par le roi. La fille de Raymond IV reçoit la partie occidentale et son neveu obtient la partie orientale, qui comprend notamment Turenne et son château. Ce n'est qu'à la fin du XVe siècle que les 2 territoires sont à nouveau unifiés. Après avoir trôné libre pendant près de 700 ans, la vicomté de Turenne ainsi que le château sont vendus à la couronne de France en 1738.
Louis XV ordonne finalement sa démolition qui intervient en 1753. De ce majestueux édifice subsiste aujourd'hui la base des remparts et 3 tours imposantes. La tour nord nommée Tour César, de forme circulaire, est datée du XIIIe siècle. Elle culmine à 20 mètres de hauteur. Elle servait notamment de tour de guet. La tour du Trésor au sud a quant à elle été bâtie au XIVe siècle. Flanquée d'épais contreforts, elle a conservé sa salle de garde, surmontée d'une imposante voûte en berceau brisé. On peut y découvrir aujourd'hui une riche collection de coffres à sel datant du règne de Louis XIII, ainsi que du mobilier d'époque. Enfin, l'édifice conserve des vestiges de la tour de la Poudrière. Elle permettait de surveiller l'entrée du château. Si un lien unit Turenne avec Sedan dans les Ardennes, il est connu par Henri de la Tour d'Auvergne. Né au château de Sedan le 11 septembre 1611, fils du duc de Bouillon et petit-fils de Guillaume le Taciturne par sa mère, Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne, est élevé à Sedan dans la religion réformée. À 15 ans, il part en Hollande auprès de son oncle Frédéric-Henri de Nassau et obtient une compagnie qu'il conduit avec bravoure lors du siège de Bois-le-Duc. Pour préserver la souveraineté du duché de Bouillon et de la principauté de Sedan que convoite Richelieu, Turenne entre au service de la France en 1630 alors que la guerre de 30 ans ravage l'Europe. En 1648, après la paix de Westphalie, la France sombre dans la guerre civile. Turenne se joint d'abord aux frondeurs, mais conduit des Espagnols contre les troupes françaises heurte sa conscience. Il se rallie à Mazarin qui lui offre le commandement des armées royales et le titre de prince étranger, juste derrière les princes du sang. En 1652, à Blénaud, il bat Condé et gagne le pardon de Louis XIV, vaincu à Valenciennes en 1656. Turenne se rachète en 1658 par la victoire des Dunes qui met fin à la Fronde. Il devient maréchal général des camps et armées du roi durant la guerre de Dévolution de 1661 à 1668. Il prend Tournai et Charleroi à l'Espagne. Après le décès de son épouse Charlotte de Caumont de la Force, Turenne se convertit au catholicisme en 1668, sous l'influence de Bossuet et la pression du roi. En 1673, pendant la guerre de Hollande, les impériaux de Montecuccoli l'obligent à repasser le Rhin. Il prend sa revanche à Saint-Chaim, en Alsace, en juin 1674. Il ordonne alors la mise à sac du Palatinat, puis bouscule à nouveau les impériaux à Entzheim, avant d'enlever Belfort et Mulhouse. Les impériaux campent à Turckheim, au pied des Vosges. Au mépris des usages militaires du temps, Turenne attaque par la montagne en plein hiver, le 5 janvier 1675. Il se rue dans la vallée et surprend l'ennemi qui se replie au-delà du Rhin. Il vient de remporter sa plus spectaculaire victoire. L'été suivant, il se retrouve face à Montecuccoli et le défie devant Salzbach. Avant le combat, il apostrophe sa jument Carcasse. « Tu trembles, Carcasse, mais tu tremblerais bien davantage si tu savais où je vais te mener. » Il sera tué par un boulet de canon au début de la bataille. C'est ici que la vidéo s'achève. En espérant que ça vous aura plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à laisser des commentaires. C'est ce qui fait vraiment évoluer la chaîne et ça vous coûte rien du tout. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et Facebook si vous le souhaitez. Je vous mets les liens dans la description. C'était Arestos. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur d'autres lieux.